Que feriez-vous si votre enfant de 4 ans, après avoir bu une gorgée de lait le matin, s'effondrait juste devant vous et murmurait ces derniers mots? Papa a mis quelque chose dans le lait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lisa n'aurait jamais imaginé que seulement 10 minutes après avoir fait confiance à quelque chose d'apparemment si anodin, son monde entier volerait en éclats. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres. Le doux vrombissement de l'aspirateur parcourait le sol du salon. Une pâle lumière du soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant le visage d'Ethan qui plissait les yeux avec un grand sourire. « Bois, Ethan, mais souviens-toi, c'est un secret entre papa et toi. Ne le dis pas à maman, d'accord ?» La voix de l'homme était profonde et assurée, pas forte mais ferme, d'une manière qui n'admettait aucun refus. Le petit garçon leva les yeux, toujours souriant, et tendit la main vers sa tasse familière ornée d'un motif de dinosaure. Le liquide blanc à l'intérieur tourbillonna légèrement, dégageant une douce chaleur. Ethan but une gorgée. Le goût était un peu étrange, mais pas désagréable. Il ne dit rien, se contenta de prendre une grande lampée et sourit à nouveau, les yeux presque fermés. Marcus s'accroupit à côté de lui et tapota doucement la tête de son fils. Il jeta un coup d'œil vers le couloir, percevant le faible bruit de l'aspirateur qui fonctionnait toujours dans le salon. Il sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur la serviette drapée sur le dossier d'une chaise. Son expression était calme, comme s'il venait de préparer une simple tasse de lait matinal pour son fils. Dans sa main, il tenait le bouchon d'une brique de lait vide, du type destiné aux adultes, pas à Ethan. Dans le réfrigérateur, la brique destinée à Ethan était toujours là, non ouverte, son étiquette indiquant clairement sans produit laitier pour allergie sévère. L'autre brique, dont l'étiquette avait été arrachée plus tôt, était presque vide, avec seulement quelques gouttes accrochées au fond. De l'autre côté de la pièce, Lisa, la mère d'Ethan, était accroupie, en train de nettoyer sous les chaises. Elle leva la tête au son des pas et demanda doucement, sans se retourner, « Tu as bien utilisé le bon lait, n'est-ce pas ?» « Oui, celui avec le petit autocollant bleu », répondit Marcus, d'un ton égal et sans hâte. Lisa hocha légèrement la tête et retourna à sa tâche. Rien ne lui parut étrange, pas assez pour s'arrêter, pas assez pour nommer ce sentiment tenace. Ethan était toujours là, et Marcus, bien que distant ces derniers temps, était toujours son mari. Moins de 10 minutes plus tard, le premier son qui brisa le calme matinal fut le bruit strident du verre qui se brise. Lisa tourna brusquement la tête et se releva d'un bond. Puis vint la toux, un son sec et étouffé, suivi d'une série de hauts le cœur court et frénétique. De petits pas trébuchèrent, puis se turent. Elle courut vers le salon. Ethan gisait face contre terre, les bras repliés contre lui, ses lèvres devenant d'un gris bleuté. Ses joues étaient marbrées de rouge et son cou couvert d'une éruption cutanée. Ses yeux étaient fermés hermétiquement et sa respiration était laborieuse, chaque inspiration faible et forcée. Un filet de liquide laiteux s'écoulait encore du coin de sa bouche. « Ethan !» cria Lisa, tombant à genoux à côté de lui, ses mains tremblantes alors qu'elle retournait son petit corps. Sa peau était brûlante, mais son souffle était superficiel, comme un fil qui se dénoue. Du coin de l'œil, elle aperçut le couloir. Marcus se tenait là, appuyé contre l'encadrement de la porte de la cuisine, sa main tenant toujours la porte du réfrigérateur. Il ne sciait pas. Il ne s'approcha pas, ne posa pas la moindre question. « Marcus, appelle une ambulance. » Il cligna lentement des yeux, comme s'il se réveillait d'un rêve. Lisa n'attendit pas. Elle arracha le téléphone de sa poche et composa le 911. Ses mains tremblaient violemment, mais sa voix, lorsqu'elle parvint au récepteur, était la dernière chose qu'elle parvenait à maîtriser. « Mon fils, il fait une réaction allergique. Il n'arrive pas à respirer. C'est une urgence. » Marcus restait figé, comme une statue. La pièce devint froide, non pas à cause de la brise qui passait par la fenêtre, mais à cause de quelque chose qui se brisait à l'intérieur. Lisa, la main gauche serrant les petits doigts d'Ethan, la droite soutenant sa nuque, essayait de le maintenir conscient. Elle se pencha, son front reposant doucement contre sa tempe. « Ethan, mon bébé, je suis là. Je ne te quitte pas, » murmura-t-elle, chaque mot s'étranglant dans sa gorge. « Je ne laisserai personne te faire de mal, tu m'entends ?» Le petit corps dans ses bras eut une nouvelle convulsion, juste une faible secousse involontaire. Ethan eut un léger hoquet, ses paupières battirent et ses lèvres sèches bougèrent, articulant à peine un son. Lisa se pencha plus près, pressant sa joue contre sa bouche, s'efforçant de capter le moindre murmure, n'importe quoi. « Papa !»
Le mot s'échappa comme un dernier souffle, si ténu qu'on aurait pu le confondre avec l'air aspiré par une bouche d'aération. Ami quelque chose? Les lèvres du garçon tremblaient alors qu'il expulsait chaque syllabe, comme si chacune pesait plus lourd qu'il ne pouvait le supporter. Dans le lait. Lisa se figea. Les mots sortirent de manière inégale, incomplète, mais ils furent assez tranchants pour la transpercer comme une lame. À cet instant, ce fut comme si tout le bruit à l'intérieur de l'ambulance s'était retiré, ne laissant que ces 3 mots résonner dans l'air, dans son sang, dans son esprit. Elle posa sa main sur la poitrine d'Ethan. Il respirait encore, mais à peine, comme un filet de fumée. Son petit corps gisait inerte dans ses bras, rouge et glacé à la fois, l'image même de la réaction allergique dont on l'avait un jour mise en garde, bien qu'elle n'ait jamais imaginé en être témoin si clairement. L'ambulance continuait de filer, les gyrophares rouges et bleus clignotant à travers la petite fenêtre de la porte arrière. Un jeune secouriste tentait de maintenir les voies respiratoires d'Ethan ouvertes, tenant fermement le masque à oxygène en place. Lisa n'avait plus de larmes. Elle se cramponnait simplement à sa main, murmurant son nom encore et encore, essayant de le retenir ici. Puis les paupières du garçon s'entr'ouvrirent, juste une fente, comme un éclair fendant un nuage. Par-dessus le sifflement régulier de l'appareil à oxygène, Lisa entendit un son, faible mais reconnaissable entre tous car c'était la voix de son fils. « Papa a mis quelque chose dans le lait. » La voix était si faible qu'elle était à peine plus qu'un souffle, mais elle la frappa plus fort que n'importe quel son aurait pu le faire. Lisa se figea, levant la tête pour fixer son fils. Ethan avait de nouveau perdu connaissance, sa respiration encore plus superficielle. Il n'y avait rien d'accidentel dans ce qu'il avait dit. Ce n'était pas du délire. Ethan ne mentait jamais, et il n'était pas du genre à imaginer une chose pareille. La poitrine de Lisa se serra, une douleur froide montant lentement de ses côtes. Une série d'images traversa son esprit, rapide mais d'une clarté terrifiante. Marcus se penchant pour tendre la tasse à Ethan, Ethan rigolant, cette phrase courte et silencieuse chargée de sens, juste notre petit secret, et la brique de lait sans étiquette. Elle ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit. Cette fois, il n'y avait plus de place pour le doute. Tout s'alignait comme les pièces d'un puzzle horrifiant. Marcus savait qu'Ethan était allergique. Il l'avait déjà emmené d'urgence aux urgences à cause d'une trace de beurre dans un biscuit. C'était lui qui avait toujours la clé du réfrigérateur. C'était lui qui avait établi la règle, maman s'occupe des repas, papa contrôle le frigo pour la sécurité. Alors pourquoi l'avait-il tenu à l'écart de la cuisine ce matin? Pourquoi s'était-elle à préparer le lait? Pourquoi ce sourire? Lisa sortit son téléphone de la poche de son manteau. L'écran affichait son dernier appel, 911, passé il y a exactement 10 minutes. Ses doigts tremblaient légèrement, mais cette fois, elle ne recomposa pas le numéro. Elle ouvrit la barre de recherche, tapa à nouveau 911. Son rythme cardiaque était plus stable maintenant, non pas par calme, mais par une résolution aiguë et ciblée. L'appel fut connecté. 911, quelle est votre urgence? Lisa déglutit difficilement. Sa voix sortit étrangement calme, chaque mot lent, froid. J'ai déjà appelé une ambulance. Maintenant, j'ai besoin de la police. Veuillez décrire la situation. Elle prit une inspiration. Cette fois, il n'y avait aucune hésitation. Mon mari? Je crois que mon mari a peut-être intentionnellement empoisonné notre fils avec du lait de vache. Mon fils a une allergie sévère aux produits laitiers. Ce matin, mon mari a préparé le lait, juste avant de perdre connaissance, mon fils a murmuré « Papa a mis quelque chose dans le lait ». À l'autre bout du fil, l'opératrice marqua une pause de quelques secondes, puis répondit « Professionnel, tendu, veuillez fournir le nom complet du suspect et votre adresse exacte ». Lisa répondit comme quelqu'un qui avait répété sa réponse depuis longtemps, « Il s'appelle Marcus Sloan. Il est actuellement au travail, au 5e étage de l'immeuble Cutran Logistique, 8e avenue. Nous avons reçu l'information. L'unité de patrouille atteindra la cible dans 8 à 10 minutes. Êtes-vous avec l'enfant? Je suis dans l'ambulance en route pour l'hôpital Franklin avec mon fils. Il respire encore, mais faiblement. Nous allons nous coordonner immédiatement avec l'hôpital. Veuillez rester en contact et merci pour votre signalement. Lisa raccrocha. Sa main tomba sur sa cuisse, le téléphone glissant près de son pied. Elle ferma les yeux. Elle n'avait plus peur. Plus d'hésitation. Le rêve d'une famille parfaite qu'elle avait autrefois lutté pour préserver s'était fissuré il y a longtemps. Maintenant, il volait en éclats, sans un bruit. Elle regarda à nouveau Ethan. Le garçon respirait toujours, d'une respiration faible et rauque, mais il était en vie. Lisa se pencha,
pressant sa joue contre son front. Elle ne dit rien, juste le silence, comme si elle essayait de coudre chacun de ses souffles à son propre corps. Et à ce moment, elle comprit avec une clarté douloureuse que ce qu'Ethan avait dit n'était pas une accusation. C'était un appel à l'aide, les derniers mots qu'il avait pu formuler, offerts à la seule personne dont il espérait encore qu'elle pourrait l'entendre. Et Lisa l'avait entendu. Et avec cela, le rideau sur la vérité commença à se lever, transformant ce qui semblait autrefois paisible en plein cœur d'une tempête. Le bureau du 5e étage de Cutran Logistique baignait dans la lueur froide des néons. Des murs de verre transparent, une table de conférence bien rangée, tout parlait d'un professionnalisme si poli qu'il en paraissait sans âme. À 9 heures, Marcus Sloan présentait la stratégie de distribution du prochain trimestre, un pointeur laser glissant fermement sur l'écran LED au fond de la pièce. Il venait de terminer une partie de sa présentation lorsque la porte s'ouvrit brusquement. 3 policiers entrèrent, gilets noirs sur le dos, radios accrochés à leurs épaules, ne disant rien de plus que le nécessaire. La salle de réunion bondée se figea, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Marcus resta debout, le pointeur laser toujours à la main, un sourcil légèrement haussé. « Marcus Sloan » demanda l'officier principal. Marcus eut un léger rire et s'écarta de la table. « Qu'est-ce que c'est ? Une farce pour une émission de télé-réalité » Personne ne répondit. L'un des officiers lui tendit un avis de mise en détention. « Vous êtes suspecté de mise en danger délibéré de la vie d'un enfant. Vous avez le droit de garder le silence et d'avoir un avocat présent. » Le silence dans la pièce devint si épais que le claquement métallique des menottes sembla résonner. Les yeux s'écarquillèrent. Le responsable des ressources humaines bégaya, et il présentait normalement. « Je pensais que son fils était hospitalisé ce matin. » Marcus fit un bref signe de tête, jetant un rapide coup d'œil par-dessus son épaule. Sa voix était calme, mesurée, presque comme s'il continuait sa présentation. Le garçon a eu une légère réaction allergique. Ma femme a réagi de manière excessive, comme d'habitude. Alors pourquoi n'êtes-vous pas allé à l'hôpital avec lui ? Lança une collègue. Marcus se tourna vers elle, un léger sourire aux lèvres, mi-mépris, mi-pitié. Il y a des moments où un père doit agir avec sang-froid. Le garçon ira bien. J'ai du travail. Puis il se tourna vers les officiers, tendant calmement les mains pour les menottes. Oui, j'ai changé son lait. Mais si un peu de lait de vache le met KO, alors il doit apprendre à s'endurcir. Le monde extérieur ne fait de concessions pour personne. Personne ne dit un mot. À l'hôpital Franklin, au même moment, Lisa était assise, immobile, sur la chaise en plastique de la salle d'urgence. Le bip régulier du moniteur cardiaque emplissait l'espace, et la lumière blanche et crue découpait chaque émotion en tranches froides et stériles. Ethan était allongé sur le lit, petit, immobile, son visage marbré de plaques rouges dues à la réaction allergique. La porte s'ouvrit. Un médecin entra, tenant un dossier, son visage tendu mais maître de lui. Nous avons stabilisé la réaction anaphylactique. Il aura besoin d'une surveillance étroite pendant les prochaines 24 heures, mais il n'y a plus de danger immédiat. Lisa hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais son fils. Nous venons également de recevoir les résultats des analyses de sang, poursuivit le médecin, sa voix ralentissant. Il y a une présence claire de caséine, une protéine majeure du lait de vache. Une réaction aussi sévère n'a pu se produire que si l'on a consommé une quantité importante. Lisa baissa la tête. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas de la négligence. Ce n'était pas un père distrait. C'était quelqu'un qui avait délibérément fait du mal à son propre enfant avant d'enfiler ses chaussures, de se rendre au travail et d'entrer dans son bureau comme si c'était un lundi matin comme les autres. Lorsque la police appela pour confirmer, nous avons placé Marcus Sloan en garde à vue. Lisa ne dit que 3 mots, « Merci, officier ». Elle posa sa main sur le front d'Ethan, son visage près du sien. Elle ne dit rien. Pas de larmes. Une seule chose restait parfaitement claire dans son cœur. Marcus n'était pas un père qui avait fait une erreur. C'était un homme qui avait choisi de mal agir, puis qui s'en était détourné comme si de rien n'était. La nuit était tombée sur l'unité de soins intensifs. Les lumières avaient été tamisées, ne laissant qu'une pâle lueur blanche se déverser sur la petite paire de mains recevant toujours une perfusion. Lisa était assise près du lit de son enfant, ses yeux ne le quittant jamais. Ethan dormait d'un sommeil profond. Sa respiration était devenue plus régulière, mais chaque souffle restait faible, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme s'il devait pousser à travers une lourde plaque de verre juste pour inspirer. Elle n'avait pas mangé de la journée. Son estomac était vide, sa bouche sèche,
mais c'était comme si son corps avait désactivé toutes les sensations physiques pour faire place à quelque chose de plus lourd, de plus lent, quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à nommer mais qui se propageait dans sa poitrine, l'éclatement d'une confiance qui avait mis des années à se construire. Elle essayait de rester ancrée dans le présent, dans le moniteur, en Ethan, dans le bip régulier, mais dans son esprit, les images de ce matin défilaient en boucle comme une bobine de film cassée. Elle se raccrochait à un moment en particulier, le regard dans ses yeux quand il se tenait dans l'embrasure de la porte. Il n'avait pas couru, pas paniqué, pas accouru. Il était juste resté là, froid, presque comme s'il observait. Et puis, sans rien dire à personne, sans laisser un seul mot, Marcus était sorti de la maison. Il avait changé de chemise, mis du parfum, était monté dans sa voiture et avait conduit jusqu'au bureau. Lisa se demandait, où est l'homme que j'ai aimé? L'homme qui lui envoyait un texto chaque matin avant le travail, laisse-moi faire, prends une pause. L'homme qui enregistrait des berceuses pour Ethan pour qu'on puisse les jouer quand le bébé pleurait et qu'elle n'était pas à la maison. L'homme qui avait passé des heures à choisir les rideaux de la chambre d'enfant en disant « Je ne veux pas que le soleil lui fasse mal aux yeux ». Mais ces souvenirs n'étaient plus seuls. Ils étaient maintenant envahis, repoussés par d'autres images, des images éparses que Lisa avait autrefois balayées d'un revers de la main comme pas grand-chose, excusées par un « il est juste fatigué » ou « c'est comme ça que les hommes montrent leur amour ». Marcus criant sur Ethan pour être tombé de son vélo, ne nettoyant pas les éraflures, le relevant simplement en disant « Ne pleure pas, les hommes n'ont pas le droit de pleurer ». Marcus arrachant la cuillère de la main d'Ethan, lui donnant une tape sèche sur le bras quand il ne voulait pas manger ses légumes, « Tu veux grandir? Alors apprends à écouter ». Il y eut même une fois où Lisa avait osé parler, « Ne fais pas ça, il a peur ». Marcus s'était retourné et l'avait regardé avec des yeux comme des couteaux, « Tu veux élever une mauviette ou un vrai homme ?» À l'époque, elle avait reculé après ces petites disputes, se disant qu'il était seulement strict parce qu'il voulait le meilleur pour leur fils. Mais maintenant, chaque mot revenait, et il ne sonnait plus comme les conseils fermes d'un père élevant son enfant. Il ressemblait à des briques, posées une par une, construisant une structure silencieuse de contrôle qu'elle n'avait jamais osé nommer par son vrai nom. De l'autre côté de la ville, dans une salle d'interrogatoire avec un miroir sans teint, Marcus Sloan était assis, adossé à sa chaise, les mains menottées sur la table glacée en acier inoxydable. Les plafonniers projetaient une lueur blanche et crue sur son visage sans expression. Il fixait directement la détective Sarah Moreno, qui suivait l'affaire depuis le début, avec un regard plat et indéchiffrable, comme s'il s'agissait d'une simple réunion de fin de journée. Moreno n'était pas pressée. Elle posa le dossier et feuilleta les pages lentement, délibérément, laissant Marcus entendre le bruit du papier glissant sur la couverture en plastique. Puis elle s'arrêta. « Comprenez-vous pourquoi votre fils a murmuré ces 3 mots ?» demanda-t-elle. Marcus ne répondit pas tout de suite. Il leva les yeux au plafond, comme s'il pesait quelque chose dans son esprit. Puis, après quelques secondes, il parla d'un ton égal et serein. « Parce que je lui ai fait faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Je lui apprenais à être un homme, pas un gamin fragile vivant dans une bulle de verre. » Moreno ne dit rien. Elle ne prit aucune note. Elle ferma simplement le dossier et se leva. Marcus resta assis, les yeux grands ouverts, sans ciller, sans colère, sans remords. À l'hôpital, Lisa était toujours là, sa main ne quittant jamais celle d'Ethan. Et dans la douce lumière du crépuscule, une pensée s'installa dans son esprit. L'amour n'était pas ce qui aveuglait les gens. Ce qui l'avait aveuglé, c'était la façon dont Marcus avait utilisé l'amour comme une couverture, une laisse la liant au rôle d'une épouse qui devait endurer, d'une mère qui devait se taire, d'un enfant qui devait être fort selon sa définition. Elle ne pleurait pas, car les larmes ne pouvaient apaiser la fureur qui montait dans sa poitrine. Et dans ce moment de silence, elle sut qu'elle s'était réveillée. Pas seulement pour Ethan, mais pour elle-même. Ethan n'était pas encore pleinement conscient, mais Lisa vit ses paupières trembler, juste une légère contraction dans un moment fragile entre la fièvre persistante et la conscience. La petite main dans la sienne n'était plus glacée, mais sa peau restait pâle comme du lait dilué. La seule chose qui la maintenait ancrée était le bip régulier et rythmé du moniteur. Du matin au soir, Lisa bougeait à peine. Elle ne dormait pas, n'allait pas aux toilettes, ne répondait aux messages de personne, à l'exception d'un seul appel à son avocat. Son cœur se serrait à chaque seconde, essayant de donner un sens à tout cela, pas seulement à ce que Marcus avait fait, mais pourquoi. Elle entendait encore le murmure d'Ethan ce matin-là, si faible qu'on aurait cru que le vent pouvait l'emporter. Ce n'était pas une accusation. C'était le dernier effort désespéré d'un enfant qui n'avait personne d'autre à qui se raccrocher. Elle se souvint des yeux de Marcus ce matin-là,
calme, sans hésitation, sans une goutte de sueur, sans même élever la voix. Il n'avait pas paniqué parce qu'il n'était pas surpris. Il n'était pas resté parce qu'il n'avait rien à craindre. Elle avait l'habitude de penser qu'elle était mariée à un homme silencieux, sévère, un peu dur peut-être, mais ce n'était plus seulement des traits de personnalité. C'étaient des fractures qui s'étaient élargies d'année en année, et elle avait été trop occupée à les rafistoler avec de l'amour pour remarquer que toute la fondation pourrissait sous ses pieds. La porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit. Une jeune infirmière entra, vérifia la perfusion, jeta un coup d'œil au moniteur et se figea. Le rythme cardiaque d'Ethan grimpait soudainement. « Où est le médecin de garde ?» lança-t-elle dans sa radio, la voix tendue par l'alarme. « Lit pédiatrique 12, réponse cardiaque. Préparez l'adrénaline. » Lisa se leva d'un bond de sa chaise, son cœur battant comme s'il allait sortir de sa poitrine. Ses mains tremblaient alors qu'elle tendait la main vers Ethan, qui venait de commencer à gémir doucement, mais cela ne dura qu'une seconde avant que son petit corps ne soit secoué violemment. Ses mains griffaient le drap du lit, comme pour repousser quelque chose d'invisible qui se resserrait autour de son cou. Son corps se tordait en rythme vif et anormaux. Une légère écume commença à se former au coin de sa bouche. En moins de 20 secondes, la peau d'Ethan passa du pâle à un rouge foncé et marbré, puis commença à bleuir autour de ses lèvres et de ses yeux. Ses pupilles commencèrent à dériver et le pouls dans son cou battait de manière erratique. « Lisa, Ethan. Maman est là, je suis juste là. » Sa voix se brisa au moment même où le moniteur se mit à hurler, cette alarme perçante, aussi tranchante qu'un couteau, signalant que la vie s'échappait. Une infirmière fit irruption dans la chambre, annonçant un code d'urgence par l'interphone. La porte s'ouvrit en grand, 2 médecins se précipitèrent, poussant un chariot d'urgence, murmurant entre eux alors qu'ils vérifiaient les doses d'injection comme s'ils couraient contre le cœur défaillant de l'enfant. « Le pouls chute !» cria un médecin, tandis que l'autre retenait Lisa et plongeait une seringue d'adrénaline dans la cuisse d'Ethan. Tout ce que Lisa pouvait faire, c'était tenir son fils, ses mains moites et tremblantes glissant sans cesse du petit bras qui se refroidissait. Elle hurlait dans sa tête, sans mots, sans pensée cohérente, juste une terreur brute et primale, comme une mère animale regardant un prédateur lui arracher son unique enfant. Au quartier général de la police du comté, Marcus Sloan était assis dans la salle d'interrogatoire numéro 3. La lumière fluorescente au-dessus éclairait directement son front, projetant des ombres vives qui creusaient les rides au coin de ses yeux. Sa chemise, portée depuis le petit matin, était froissée, les 3 premiers boutons défaits, sa cravate desserrée posée sur la table. Il était là depuis près de 7 heures, non pas parce qu'il n'avait pas d'avocat, mais parce que la police le considérait toujours comme un haut risque. Risque de fuite, risque de récidive, surtout, risque pour le témoin clé, le garçon de 4 ans toujours allongé à l'hôpital, son fils biologique. L'avocat personnel de Marcus, Daniel Krell, un homme connu pour ses négociations financières à hauts enjeux, entra, cette fois avec une toute autre allure. Derrière ses lunettes à monture métallique et son costume usé, ses yeux étaient tendus, dépouillés de leur calme habituel. Il s'assit, ouvrit le dossier et tapota légèrement son stylo sur la table. « La police ne te relâchera pas, Marcus. Ils ont transmis l'affaire au bureau du procureur. Il y a des preuves matérielles, le lait contaminé, le témoignage de l'infirmière, les analyses de sang. Et puis, il y a la déclaration de ton fils. » Marcus se pencha en arrière, les bras croisés, sa voix rauque. « Ils inventent tout ça. Lisa a toujours été faible, elle a fait de notre gamin un lâche. Elle n'a jamais compris ce qu'il faut pour élever un garçon fort. Mon père m'a fait pire. » Krell ne répondit pas tout de suite. Il sortit un document du dossier et le posa devant Marcus. C'était un avis d'enquête interne de 2021 des services de protection de l'enfance de l'État de New York, déposé à l'origine de manière anonyme, confirmé plus tard comme provenant de leur ancienne femme de ménage, Cecilia Evans. Marcus regarda le papier et eut un sourire narquois. « Je l'ai viré. Je lui ai dit de ne jamais revenir. Les gens pensent que parce qu'ils ont été mères pendant quelques années, ils ont le droit de faire la leçon aux autres. » Krell fit glisser un autre papier, un court rapport avec une menace enregistrée. La voix était sans équivoque celle de Marcus, dirigée contre Cecilia. « Vous n'avez pas à remettre en question la façon dont j'élève mon fils. Si vous vous en mêlez encore, je veillerai à ce que vous perdiez votre emploi et votre maison. » À ce moment, Krell ferma le dossier et baissa la voix. « Marcus, réalises-tu que tout ce que tu as dit, pas seulement à moi mais aussi à la police, ne fait que renforcer l'image exacte qu'ils essaient de prouver? Un homme avec de l'argent, du pouvoir, une nature contrôlante et aucun remords. » Marcus laissa échapper un rire sec. « Je n'ai rien à regretter.
Un enfant doit apprendre à surmonter la peur. S'il a peur du lait maintenant, ce sera quoi après? Il aura peur de la société plus tard. Lisa est faible, et elle lui apprend à être faible aussi. Je ne regrette rien. Je le protège juste, à ma manière. Avec ce témoignage froid, dénué d'aveu, plein de justifications sous le couvert d'un amour vache, Marcus fut immédiatement placé en détention sans caution. L'inspectrice Sarah Moreno, l'officier principal de l'affaire, nota dans son rapport, le suspect ne montre aucun remords et affiche un dangereux besoin systématique de contrôle. Il ne doit pas être autorisé à s'approcher de sa famille, en particulier des enfants. Lorsque Lisa reçut la nouvelle de son avocat, on lui a refusé la caution et son propre témoignage joue contre lui. Elle expira doucement, non par satisfaction, non par soulagement, car elle savait que la loi seule ne suffirait pas. Elle avait encore un long chemin à parcourir pour reprendre sa vie en main et apprendre à Ethan que la douceur n'est jamais une faiblesse. Près de l'aube, les lumières de la chambre d'hôpital s'étaient tamisées, ne laissant qu'une douce lueur dorée autour du lit d'hôpital. Lisa était toujours là, assise, immobile, la tête reposant à côté du bras de son fils, les yeux secs de larmes depuis longtemps versés. Puis un minuscule mouvement brisa le lourd silence. Le doigt d'Ethan se courba légèrement. Lisa leva la tête, retenant son souffle. Il bougea à nouveau, ses paupières battirent puis s'entr'ouvrirent lentement, juste une fente, mais assez pour que Lisa sache qu'Ethan était réveillé. Ses yeux étaient encore troubles et teintés de rouge, comme du verre dépoli captant le matin, mais il cherchait quelque chose. Lisa se pencha, sa main berçant doucement sa joue. « Ethan » murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle, prudente de ne pas briser ce moment fragile. « Maman est là. » Les yeux d'Ethan bougèrent, ses lèvres tremblèrent, mais il n'avait pas la force de parler. Il n'y avait que le plus faible des souffles, comme une brise glissant sur la gorge. « Maman ?» Lisa se rapprocha, ses lèvres tremblantes, mais sa main resta ferme autour de la sienne, stable, calme, s'accrochant de toutes ses forces. Le garçon leva un doigt faible, pointant vers la droite, vers une petite table à dessin installée pour les enfants en convalescence. Lisa tourna la tête et vit une feuille de papier, inclinée à côté d'une boîte de crayons de couleur. Elle se leva et la prit délicatement. Le dessin était brouillon, mais clair. 3 silhouettes humaines, une grande, une avec de longs cheveux, une très petite. Et entre elles, une grande tasse de lait sombre, barrée de lignes rouges déchiquetées. À proximité, un tourbillon noir, comme un nuage d'orage, pesait sur le dessus du lait. Lisa fixa le dessin pendant un long moment. Quand elle se retourna, Ethan avait fermé les yeux, mais sa voix murmura à nouveau, faible, brisée, comme si le souffle seul effleurait le bord des mots, secret, papa, lait. Elle retint son souffle. Chaque mot était comme une petite lame enfoncée dans sa poitrine, non pas par choc, ni même par surprise, mais par la douleur profonde et silencieuse de savoir qu'un enfant avait dû murmurer quelque chose qui n'aurait jamais dû être caché. Lisa s'assit à côté du lit, prit sa minuscule main en forme de feuille et la pressa contre sa joue. Elle ne pleura pas, mais ses yeux scintillaient comme si de lentes vagues s'agitaient sous la surface d'un lac qui n'était plus calme. Elle embrassa son front et murmura doucement, lentement, laissant chaque mot s'installer en lui comme une promesse. Tu as fait ce qu'il fallait. Quoi que disent les autres, je te crois. Je suis juste là. Ethan ne répondit pas, mais cette fois, sa respiration était régulière. Il était en vie. Et il avait trouvé le courage de parler. 8 heures du matin. La cellule de détention du comté était silencieuse, à l'exception du claquement sec des chaussures en cuir sur le carrelage et de l'odeur froide et stérile du désinfectant. Marcus Sloan était assis, immobile, à la table en bois, les mains toujours menottées, bien que plus lâche maintenant après une longue nuit sans résistance. Il n'avait pas dormi du tout, non par peur de la prison, mais à cause d'un cauchemar qui n'avait ni forme ni image, juste une obscurité profonde et sans fin. Et dedans, Ethan n'arrêtait pas d'appeler un seul mot, « Maman ». La porte s'ouvrit. Marcus leva les yeux et le tranchant de son regard s'effrita en un instant. Gerald Sloan, son père biologique, entra comme une lame tirée. L'homme avait la septantaine, les cheveux argentés soigneusement peignés, la cravate bien nouée, la montre-bracelet alignée sur le repère. Il ne s'assit pas. Il ne serra pas la main. Il n'offrit pas d'accolade. Il se tint simplement derrière la chaise vide en face de Marcus et dit, juste assez fort pour être entendu, « Tu traînes le nom des Sloan dans la boue avec cette cascade pathétique. » Marcus déglutit difficilement, sa gorge aussi sèche que du papier. « Mon fils a failli mourir. Papa, et tu te pointes ici pour le nom de la famille? Il n'est pas mort. Je ne suis pas mort, toi non plus. Nous survivons parce que nous ne cédons pas. Mais toi,
Tu fais une scène pour un gamin avec une allergie. Ce n'était pas une allergie, dit Marcus, la voix rauque. C'était un choc anaphylactique. Il a arrêté de respirer pendant près de 5 minutes. Gérald eut un ricanement froid. Te revoilà à faire du sentimentalisme. J'avais espéré, au moins, que tu ne laisserais pas l'émotion te gouverner comme ta mère. Mais à la fin, son sang a gagné. Marcus serra les poings, la chaîne des menottes cliqueta. Ses yeux rougirent, non de rage, mais de quelque chose de plus lourd, le désespoir. Tu ne m'as jamais serré dans tes bras. Jamais demandé de quoi j'avais peur. Tout ce que j'ai jamais eu, ce sont des ordres, des coups de poing et ton exigence que je devienne ton clone. J'ai essayé, Dieu sait que j'ai essayé, d'élever mon fils pour qu'il soit fort. Mais peut-être que tout ce que j'ai fait, c'est répéter la chose même que je détestais. Gérald ne répondit pas. Il se tourna et s'éloigna, ne laissant derrière lui qu'une seule phrase, « Quel dommage !» Un Sloan ne pleure jamais devant les autres. Plus tard dans l'après-midi, Lisa était assise en face de l'avocat Alex Hamilton, feuilletant les pages du dossier. Son visage s'était visiblement aminci, mais il y avait une concentration d'acier dans ses yeux, quelque chose qui n'était pas là depuis des années. Alex dit, « Pour obtenir la garde exclusive d'Ethan, nous devons prouver que la maltraitance dans le foyer n'était pas occasionnelle, mais faisait partie d'un schéma. » Lisa hocha la tête. « Alors je dois parler à la seule personne qui l'ait jamais dit à voix haute. Madame Cecilia. » Cecilia Evans, la gouvernante licenciée il y a 2 ans, vivait maintenant dans la banlieue sud. Son appartement était petit mais bien rangé, de la lavande séchait sur le porche. Sur l'étagère, un portrait de famille encadré côtoyait une photo d'Ethan jouant dans le jardin. Lisa arriva en fin d'après-midi. Cecilia ouvrit la porte, momentanément surprise, mais après une seconde, en voyant les yeux de Lisa, elle expira doucement et s'écarta pour la laisser entrer. Dans le salon, quand Lisa dit « Mon fils a failli mourir à cause de Marcus. Et j'ai besoin de savoir s'il y a quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne. » Cecilia fixa longuement la tasse de thé dans ses mains. Il y avait des nuits où j'entendais Ethan pleurer dans sa chambre, mais Marcus m'empêchait d'y aller. Il disait que c'était pour forger son caractère. Une fois, j'ai vu Ethan enfermé dans le débarras, juste pour avoir renversé un verre d'eau. J'ai pensé le signaler au service de protection de l'enfance, mais Marcus m'a prévenu. Il a dit que si je me mêlais encore de leurs affaires de famille, je perdrais mon emploi et ne trouverais de travail nulle part ailleurs. J'ai eu peur, alors je me suis tue. Cecilia joignit les mains fermement, sa voix baissant à peine au-dessus d'un murmure destiné uniquement à Lisa. Verrouillait la porte, disant que c'était pour l'entraîner à réagir. Une fois, j'ai vu le garçon enfermé dans le débarras, juste parce qu'il avait renversé un peu d'eau. Je voulais appeler les services de protection de l'enfance, mais Marcus m'a menacé. Il a dit que je perdrais mon emploi et ma réputation si j'osais me mêler de leurs affaires de famille. J'ai eu peur. Lisa ne dit rien. Les souvenirs affluèrent comme des ciseaux déchirant son esprit. Le jour où Madame Cecilia avait timidement laissé entendre qu'Ethan était peut-être traité trop durement. Elle avait balayé cela d'un revers de main. À l'époque, Lisa croyait encore que Marcus faisait de son mieux, croyait qu'il était juste un père à sa manière. Elle n'avait pas écouté. Lisa baissa la tête, la culpabilité montant en elle comme une marée. Je sais. Et c'est pourquoi je dois arranger les choses. Cecilia ne dit rien. Puis elle plongea la main dans son sac et en sortit une lettre manuscrite qu'elle avait un jour eu l'intention d'envoyer, mais qu'elle n'avait jamais osé. À l'intérieur se trouvaient des notes détaillées sur les comportements troublants de Marcus, chaque incident daté et consigné. À la fin de la journée, l'inspectrice Sarah Moreno entra à nouveau dans la salle d'interrogatoire. Elle ne dit rien, posa simplement un petit miroir sur la table, reflétant le visage décharné de Marcus, les cernes sombres sous ses yeux, ses cheveux en désordre. Puis elle lança une vidéo des images de sécurité de l'hôpital. Ethan, à peine conscient, murmurait en revenant à lui. Ses yeux, troubles de douleur, balayaient la pièce, cherchant quelqu'un. Il ne demandait pas sa mère. Il ne demandait pas de médicaments. Il demanda « Papa est en colère contre moi ?» Marcus se raidit. La voix de Sarah était douce, mais elle atterrit lourdement. « Vous êtes devenu la copie parfaite de votre père. Mais cet enfant, lui, espère toujours un autre genre de père. » Lisa, portant la lettre de Cecilia, retourna au bureau de l'avocat. Elle la posa sur le bureau d'Alex. « Maintenant, j'ai tout. Pas seulement pour poursuivre, mais pour mettre fin à ce cycle. Une fois pour toutes. » Marcus, seul dans sa cellule,
appuya son front contre le petit miroir boulonné à la porte en acier. La lumière fluorescente crue baignait son visage, exposant chaque signe d'épuisement. Des rides qu'il n'avait jamais remarquées, des yeux cernés, des lèvres sèches incapables de former une excuse de plus. Mais dans le miroir, il ne se vit pas seulement lui-même. Ce n'était pas le visage de Marcus, 37 ans, qui le regardait. C'était une paire de grands yeux bruns et ronds. Les yeux d'Ethan. Silencieux, lourds. Pas en colère, juste remplis de la déception d'un enfant, trop brut pour être nommé. Marcus recula en trébuchant, son cœur battant dans sa poitrine comme s'il allait briser le silence suffocant. Il ferma les yeux, mais l'image resta. La porte du jardin qui claque quand il avait 7 ans. Le bruit des bottes militaires s'estompant dans l'obscurité. Et lui-même, recroquevillé derrière le mur, sanglotant sans un bruit, s'immobilisant au moment où la voix de son père siffla depuis le salon, pleure encore et la punition double. Les Sloan ne sont pas des faibles. Il avait appris à retenir ses larmes. Puis il avait appris à son fils à faire de même. Il pensait que c'était ainsi qu'on protégeait son enfant. Mais maintenant, dans le reflet déformé du verre embué, Marcus le vit clairement. La seule chose qu'il avait vraiment transmise, c'était la peur à laquelle il n'avait jamais échappé. Pour la première fois de sa vie, Marcus se détourna du miroir, non pas parce qu'il avait honte devant quelqu'un d'autre, mais parce qu'il n'avait plus le courage de se faire face. Mardi matin, une fine bruine s'accrochait aux grandes fenêtres en verre de l'hôpital Franklin, comme un voile de fumée. Lisa serra son manteau autour d'elle, ses cheveux légèrement humides par la pluie fine, alors qu'elle portait Ethan de la voiture jusqu'au 4e étage, l'unité de soins psychologiques pour enfants. Ses bras le tenaient fermement, comme si le lâcher déclencherait une douleur qu'elle n'était pas prête à affronter. Le couloir du 4e étage était peint d'une douce et apaisante nuance de vert, mais cela ne faisait rien pour soulager la tension qui crispait les épaules de Lisa. Chaque pas résonnait faiblement, s'enfonçant dans la douleur creuse à l'intérieur d'elle. Ethan, blotti contre sa poitrine, était silencieux, sa petite main agrippant le tissu de son manteau dans une prise instinctive. La salle de thérapie n'était pas bondée. Un thérapeute guida doucement Lisa pour asseoir Ethan à une petite table d'art, garnie de boîtes de crayons, de feuilles de papier vierge et de quelques peluches. Lisa s'assit à quelques pas, le dos non appuyé contre la chaise, ses mains fermement entrelacées. Son esprit n'était pas dans la pièce. Il était encore coincé ailleurs. Dans une cellule de détention, Marcus reçut un message du gardien. La voix de l'officier était sèche et plate. Lisa Sloan a demandé une visite privée. Sans avocat, sans vitre de séparation. Marcus leva les yeux, cligna une fois des yeux et fit un léger signe de tête. La salle de visite était froide, 2 chaises en métal se faisant face de part et d'autre d'une table basse. Personne ne dit un mot lorsque Lisa entra. Elle portait un long manteau, le visage pâle, sans maquillage, des cernes sombres ombrant ses yeux après trop de nuits blanches. Mais son regard était vif, froid. Il n'y avait plus d'hésitation. Le gardien termina sa vérification et sortit. La porte de fer se referma avec un son lourd et profond, comme un verdict silencieux. Marcus parla le premier, ses lèvres se courbant en un sourire faible, presque moqueur. « Tu es venu m'entendre m'excuser » Lisa ne répondit pas tout de suite. Elle resta debout, les yeux fixés sur lui. « Je suis venu voir comment un père a failli laisser mourir son propre enfant. » Elle plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un morceau de papier soigneusement plié. Elle l'ouvrit et le posa sur la table. C'était le dessin d'Ethan. Un verre de lait barré de rouge et un nuage sombre s'étendant au-dessus des têtes d'une mère et d'un enfant. Marcus jeta un coup d'œil, mais ses yeux n'avaient plus cette même défiance. Quelque chose s'était relâché, comme un fil trop tendu pendant trop longtemps qui finit par casser. Lisa prit une inspiration, sa voix stable mais chargée de chaque mot. « Tu sais ce que tu as fait. Il n'y a plus moyen de le nier. Ethan est réveillé. Il m'a dit qu'il était désolé d'avoir révélé le secret. Tu comprends ça, ce garçon ? Il n'a pas peur de mourir. Il a seulement peur que son propre père ne l'aime pas. » Les mots résonnèrent dans la pièce silencieuse comme un marteau frappant le métal. Marcus baissa la tête. Il ne parla pas, ne haleta pas, mais ses épaules se mirent à trembler légèrement. Quelque chose, peut-être un remords sincère, se fissura au coin de ses yeux. Lisa se tourna et sortit sans se retourner. Lorsque la porte d'acier se referma derrière elle, Marcus laissa tomber sa tête sur la table et enfouit son visage dans ses mains. Pour la première fois de sa vie, il n'y avait plus d'excuses assez fortes pour le sauver de lui-même. Au même moment, dans la salle de thérapie du 4e étage, Ethan prit un crayon de couleur et traça les premiers traits sur une feuille de papier vierge.
Ce n'était pas comme les dessins qu'il faisait avant. Pas de super-héros, pas de voiture, pas de sapin de Noël. Cette fois, c'était une petite maison basse. Au-dessus, de la pluie noire, et devant, une silhouette floue se tenant à distance. Le médecin assis à côté de lui demanda doucement, « Qui penses-tu que soit cette ombre, Ethan ?» Ethan leva les yeux, hésitant. « Je ne sais pas. Mais je crois que c'est peut-être papa. » Sa voix se brisa. De l'autre côté de la pièce, Lisa l'entendit. Ses yeux s'emplirent de larmes. Ethan baissa les yeux, sa main serrant fermement le crayon. « J'ai peur qu'il soit en colère contre moi. Mais je l'aime toujours. » Le médecin hocha lentement la tête. « Ton papa a fait quelque chose qui t'a rendu triste, n'est-ce pas? Mais dessiner ce que tu ressens, c'est très courageux. Quand on comprend et qu'on nomme nos peurs, elles ne semblent plus si grandes. » Ethan ne répondit pas. Il continua simplement de dessiner en silence. Il ajouta un cercle orange doux autour des silhouettes de sa mère et de lui-même, puis coloria légèrement la forme sombre à l'extérieur de la porte, comme s'il la repoussait plus loin. Lisa s'approcha, s'agenouilla à côté de lui et murmura « Je suis là. Et je sais que tu aimes toujours ton papa. Mais l'amour ne signifie pas laisser quelqu'un te faire du mal, Ethan. » Ethan se tourna pour la regarder, puis fit un petit signe de tête. Le plus léger des hochements de tête, mais le plus clair que Lisa ait jamais vu. Cette nuit-là, après que Lisa eut ramené Ethan à l'appartement de sa mère, elle ouvrit son ordinateur portable, brancha ses écouteurs et regarda silencieusement une vidéo de l'année précédente. Marcus criait dans le salon, « Ne pleure pas comme une fille. Tu crois que la vie va être facile avec toi? Tu dois apprendre à encaisser, Ethan. Tu me comprends? » Lisa mit la vidéo en pause, sa main se resserrant sur la souris, sa peau moite de sueur. En bas, sa mère réchauffait de la soupe. Ethan s'était déjà endormi. Dehors, la pluie n'avait pas cessé. Au centre de détention, Marcus était toujours assis là. Le dessin qu'Ethan avait fait avait été confisqué par les gardiens, mais l'image du verre de lait barré de rouge était gravée dans son esprit. Il regarda dans le petit miroir au dos de la porte de la cellule, mais le reflet n'était pas lui. C'étaient les grands yeux jeunes d'Ethan, pas en colère, juste tranquillement déçus. Marcus se détourna, non par honte, et de l'obscurité de la mémoire, la voix de son père, Gerald Sloan, résonna comme un coup sur l'acier, « Pleure encore et ta punition double. » Les Sloan ne s'attendrissent pas. C'est alors que Marcus comprit. Il n'était pas seulement en train de perdre le droit d'être père. Il payait le prix d'une vie entière passée à aller à l'encontre de tout ce en quoi il avait autrefois cru. À 20 ans, il avait été un jeune homme silencieux, plein d'aspiration à une famille où il ne sursauterait pas chaque fois que son père rentrait, où le silence n'était pas confondu avec la faiblesse. Quand il avait rencontré Lisa, sa douceur avait été comme une fente de lumière perçant l'obscurité pesante de son enfance. À l'époque, il s'était fait une promesse, s'il avait un jour un enfant, il le protégerait avec le genre d'amour qu'il n'avait jamais connu. Mais Gerald revenait toujours, regardait toujours Ethan avec le même mépris, utilisait toujours cette même voix lourde. « Si tu es faible, la vie t'écrasera. » Sous la pression et la confusion, Marcus commença à douter de la croyance même à laquelle il s'était autrefois accroché. Il ne frappait jamais son fils, mais il criait. Il forçait Ethan au silence. Il répétait la voix qu'il avait autrefois crainte, comme s'il avait été programmé pour devenir la deuxième édition de son père. Maintenant, dans l'immobilité de ce miroir, Marcus ne vit pas un père. Il vit le visage de son fils, ses yeux remplis d'une déception sans mots. Il se détourna, la poitrine serrée, non par culpabilité, mais parce que, finalement, il ne pouvait plus prétendre qu'il ne savait pas ce qu'il était devenu. Il n'y avait pas de grande bannière au palais de justice du comté ce matin-là, pas de foule de journalistes se bousculant, mais à l'intérieur se déroulait un procès qui pourrait redéfinir le sens de la paternité et de la responsabilité. Marcus Sloan fut amené dans la salle d'audience, vêtu d'une combinaison de prisonnier, d'un calme déconcertant. Il avait refusé toute représentation légale, une décision qui fit même sourciller le procureur. Lisa était assise dans la galerie, les yeux fixés sur l'homme qui avait autrefois porté le titre de père de son enfant. « L'accusé confirme qu'il se représente lui-même » demanda le juge. Marcus hocha la tête. « Je n'ai besoin de personne pour défendre ce que j'ai fait. » Le procès entra dans la phase de présentation des preuves. Un grand écran s'alluma, diffusant un enregistrement du téléphone de Lisa. La voix de Marcus criant sur son fils, « Arrête de pleurer, Ethan. » La dureté de ces mots résonna dans la salle d'audience. Des têtes se baissèrent, quelques personnes sifflèrent entre leurs dents serrées d'indignation. Puis vint le dessin d'Ethan,
une image d'une mère tenant son enfant sous une pluie noire, avec la silhouette pâle d'un homme se tenant juste au-delà du seuil, floue et distante. Lisa fut appelée à la barre. Elle portait le dessin encadré avec elle, le posant soigneusement. Ses mains tremblaient, mais sa voix non. Mon fils a murmuré 3 mots. Il ne les comprenait pas entièrement, mais il savait que quelque chose n'allait pas. Et il a eu le courage de parler. Si mon enfant a pu faire ça, dans la peur et la douleur, alors moi, en tant qu'adulte, je n'ai aucune excuse pour rester silencieuse. Immédiatement après, un témoin inattendu fut appelé, Madame Cecilia Evans, l'ancienne gouvernante qui avait travaillé chez Marcus pendant près de 2 ans. Lisa leva les yeux, expirant comme quelqu'un qui coupe enfin un lien avec le passé. Madame Cecilia s'avança, cheveux argentés, petite de taille, mais ses yeux étaient clairs et vifs. Le procureur demanda, Madame Evans, vous étiez employée au domicile des Sloan. Avez-vous déjà été témoin d'un comportement inapproprié envers l'enfant? Elle hocha la tête, sa voix stable mais légèrement rauque. Il y avait des nuits où j'entendais Ethan pleurer seul dans sa chambre. Je voulais y aller, mais Marcus m'a menacé de me licencier si je me mêlais de la façon dont les autres élèvent leurs enfants. Une fois, le garçon a été enfermé dans le débarras, juste parce qu'il n'avait pas rangé les cubes par couleur. Je voulais parler, mais il m'a menacé, et j'avais peur de perdre mon emploi. Quand j'en ai parlé à Madame Lisa, elle ne m'a pas cru. À l'époque, elle lui faisait encore trop confiance, l'aimait encore trop. Lisa baissa la tête, les yeux fermés hermétiquement. Personne dans la salle ne parla. Marcus, debout derrière le box des accusés en bois, regarda Madame Cecilia, puis Lisa. Personne ne se détourna. Personne ne le protégea du poids de ses propres actions. Le juge appela le dernier témoin, Monsieur Gerald Sloan, le père de Marcus. Il se leva, ajusta le revers de sa veste en cuir usé et répondit au procureur d'une voix froide comme l'acier, « J'ai appris à mon fils à être fort. Pas de pleurs, pas de plaintes. C'est comme ça que j'ai été élevé, et je ne le regrette pas. » Avez-vous déjà frappé ou confiné Marcus comme forme de discipline? Demanda le procureur. J'ai fait ce que je devais faire pour lui apprendre à survivre. À cet instant, Marcus devint complètement immobile. Ses épaules s'affaissèrent, ses mains se serrèrent l'une contre l'autre. Le juge invita Marcus à faire une déclaration finale. Il se leva son regard vers Lisa, la femme qui rencontrait maintenant ses yeux avec une détermination inébranlable, sans plus de larmes à pleurer. Je pensais que j'apprenais à mon fils à être dur. Mais la vérité, c'est que je ne faisais que transmettre mes propres blessures à un enfant. Je suis désolé, Lisa. Et je suis désolé, Ethan. Non pas parce que j'ai été condamné, mais parce que maintenant, je comprends que j'avais tort. Et je dois payer pour ça. Un lourd silence remplit la pièce. Puis le son du marteau retentit. Marcus Sloan, pour les chefs d'accusation de mise en danger délibérée de la vie d'un mineur et d'infliction de préjudice psychologique à long terme, ce tribunal vous condamne à 6 ans de prison. Pendant cette période, il vous est interdit de contacter la victime par quelque moyen que ce soit. Pas de lettres, pas de visite, aucune communication d'aucune sorte. La garde est accordée à la mère biologique, Madame Lisa Thompson. Pas un seul applaudissement ne se fit entendre, mais dans la galerie, quelques personnes hochèrent la tête en silence. Lisa resta assise, ses mains tenant le cadre photo d'Ethan comme si elle berçait une partie du passé qui devait être protégée pour toujours. Marcus se détourna alors que les huissiers s'approchaient, mais avant de quitter la salle d'audience, il regarda son père une dernière fois. « J'élèverai Ethan différemment de la façon dont tu m'as élevé. » Gérald ne dit rien, mais à ce moment-là, pour la première fois, son regard ralentit et cligna, comme une fissure capillaire se formant dans un mur d'entêtement de toute une vie. Dehors, le soleil était doux. Lisa descendit les marches du palais de justice sans se retourner. La lumière avait enfin atteint le coin le plus sombre de sa vie. Et cette fois, elle ne serait plus cachée. Une semaine après le procès, Lisa emmena Ethan à sa séance de thérapie programmée. Le garçon allait beaucoup mieux, mangeait bien, dormait toute la nuit et se réveillait rarement en sursaut. Mais pour Lisa, quelque chose n'avait toujours pas été libéré, une question, un faible écho qu'Ethan refusait de prononcer à voix haute, s'y accrochant comme un petit point agrippé à une tempête. Ce jour-là, en attendant dans la salle de consultation, Lisa reçut un appel de l'avocat Alex. Le centre de détention vient de nous contacter. Marcus veut enregistrer un visiteur familial. Et c'est Ethan. Lisa resta silencieuse pendant un long moment, si longtemps qu'Alex pensa que l'appel avait été coupé. « J'irai avec lui, dit-elle finalement. Juste cette fois.
La prison du comté se trouvait à l'extérieur de la ville, nichée entre des rangées de murs gris, comme un espace que le monde avait oublié. Ethan ne comprenait pas entièrement ce qui se passait, seulement qu'il allait voir son père. Lisa lui avait rappelé encore et encore, « Ne dis que ce que tu veux dire. Personne ne te forcera à faire quoi que ce soit. » La salle de visite n'avait pas de vitre de séparation. Un gardien se tenait à l'extérieur. Marcus fut amené, vêtu d'un uniforme de prisonnier, les mains libres de menottes, mais le visage visiblement plus mince. Quand il vit Ethan, il s'arrêta net. Le garçon hésita, se cachant derrière la jambe de sa mère. Marcus s'assit le premier, posant doucement ses mains sur la table, comme s'il craignait que le mouvement n'effraie son fils. « Salut, champion », dit-il doucement. Sa voix avait perdu de son assurance. Elle était sèche, distante. Lisa donna une légère poussée à l'épaule d'Ethan. Le garçon s'avança lentement et grimpa sur le siège en face de son père. Il ne dit rien, ses yeux clignant rapidement, puis se posant sur ce visage familier qui semblait maintenant si lointain. Après un moment, Ethan plongea la main dans son petit sac à dos et en sortit un morceau de papier plié en 4. Il le posa sur la table et le poussa en avant. « J'ai fait un dessin pour toi. » Marcus déplia le papier. Une maison simple, un ciel bleu, Lisa et Ethan se tenant la main sur le porche. Au loin, la silhouette d'un homme se tenait à l'extérieur de la barrière. Pas barré, juste debout à l'extérieur. « Je t'ai dessiné debout au loin parce que tu me manques encore, mais je n'aime pas quand tu cries. » Marcus déglutit difficilement, ses yeux devinrent rouges. Non pas d'être jugé, non pas de la perte, mais parce que cet enfant, celui qu'il considérait autrefois comme fragile, était celui qui lui apprenait ce que signifiait vraiment la force. « J'avais tort, Ethan, dit-il doucement. Je pensais qu'être un homme signifiait apprendre à être dur, mais j'ai oublié qu'avant de pouvoir être fort, on a besoin de se sentir aimé. » Ethan ne comprit pas entièrement, mais il esquissa un petit sourire. Non pas parce qu'il avait pardonné, mais plutôt parce que son père avait enfin appris à baisser la tête. Lisa se leva, posant sa main sur l'épaule de leur fils. Mais Ethan resta assis, regardant toujours Marcus. Après une brève pause, il demanda d'une voix calme, « Tu es toujours en colère contre moi pour leur avoir dit ?» Marcus leva les yeux, la voix serrée par l'émotion. « Non, mon fils. Je ne suis pas en colère. Je suis juste en colère contre moi-même de t'avoir fait peur. » Ethan fit un léger signe de tête, comme si c'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Il jeta un coup d'œil au dessin sur la table, puis ajouta, « Je veux toujours que tu rentres à la maison. Mais maman dit qu'on ne laisse entrer que les gens gentils dans notre maison. Alors tu dois d'abord apprendre à être une personne gentille. » La remarque innocente trancha Marcus comme une lame silencieuse, exposant la vérité qu'il n'avait pas encore affrontée. Il baissa la tête, ne disant plus rien. La porte grinça. Un gardien entra, la voix douce mais ferme. Le temps de visite est écoulé. Veuillez sortir. Lisa se pencha et prit la main de son fils. Il étendit aller, Ethan. Avant de partir, elle jeta un dernier regard à Marcus. Pas un regard de reproche, pas de pardon. Juste une confirmation silencieuse, le passé était clos, et quiconque voulait encore marcher à leur côté devrait sortir des ombres qu'ils s'étaient créées. Ethan se souvient encore de toi, Marcus, mais les souvenirs qu'il garde, ça ne dépend que de toi. Je ne l'empêcherai pas d'aimer son père, mais ne t'attends pas à ce que je te donne une autre chance de lui faire du mal. Marcus fit un léger signe de tête. Il savait qu'il n'avait rien à objecter. Et pour la première fois, sans avoir besoin qu'on le lui explique, il comprit. Les adultes n'ont pas toujours de seconde chance. Surtout quand ce qui est perdu est l'innocence d'un enfant. Cet après-midi-là, le tribunal statua officiellement, Lisa obtint la garde exclusive d'Ethan. Marcus perdit ses droits de visite pour la durée de sa peine. Après avoir purgé sa peine, tout contact nécessiterait une supervision et une thérapie obligatoire. Ce soir-là, Ethan était assis à la table avec son carnet de dessin. Il fit un nouveau dessin. Une maison avec un porche. Plus de pluie, plus d'ombre. Juste lui et sa maman. Il ajouta une barrière, légèrement ouverte. À l'extérieur de la barrière, la silhouette de son père était toujours là, mais cette fois, il y avait un petit cercle jaune au-dessus de sa tête, comme la première lumière du matin. Lisa scotcha le dessin sur le réfrigérateur. Elle resta là, à le regarder pendant un long moment. À l'intérieur, elle ne se sentait pas tout à fait soulagée, mais elle se sentait en paix. Non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'après tout, Ethan était toujours un enfant qui savait aimer, pardonner et garder ses distances avec la douleur. Un an plus tard,
la lumière du printemps se déversait doucement sur le dôme du centre communautaire de la ville, où Lisa et Ethan se préparaient à monter sur une petite scène. Ils n'étaient plus des victimes. Ils étaient des témoins du pouvoir de la parole, de la vérité et du courage. Sous la scène se trouvaient des dizaines de personnes, parents, travailleurs sociaux, enseignants et enfants blottis à côté de leur mère et père. Dans un coin, une femme tenait son enfant de 3 ans dans ses bras, ses épaules tremblant légèrement lorsque le regard de Lisa croisa le sien. Alex Hamilton ouvrit la conférence. Il présenta Lisa comme quelqu'un qui avait transformé une expérience personnelle en un appel à l'action communautaire, quelqu'un dont la voix avait forcé le système judiciaire à prendre plus au sérieux les murmures silencieux d'un enfant. Lisa se leva, microphone en main. Sa voix n'était pas forte, mais elle était stable et claire. Il y a 1 an, mon fils a murmuré 3 mots. Ils n'ont pas été criés, il n'y avait pas de preuves physiques, mais c'était suffisant pour me faire m'arrêter, pour me faire regarder à nouveau, pas seulement l'homme à côté de moi, mais moi-même. Qu'est-ce que j'avais laissé passer sans parler? Elle baissa les yeux vers Ethan au premier rang. Il lui fit un signe de la main, son sourire éclatant, ses yeux confiants, si différents du garçon qui reculait autrefois devant la lumière. Lisa continua, nous apprenons à nos enfants à obéir, mais parfois, il faut leur apprendre à ne pas se taire. Nous pensons que l'amour signifie les protéger, mais souvent, l'amour signifie croire qu'ils peuvent parler, et vraiment écouter, même quand ce qu'ils disent est difficile à entendre. Alors qu'elle descendait de scène, Ethan fut invité à dire quelques mots. Il se déplaça un peu, puis s'avança, tenant un dessin. Avant, j'avais un secret que je n'aurais pas dû garder. Et quand je l'ai dit, j'ai eu peur. Mais ma maman ne s'est pas fâchée. Elle a écouté, et je me suis senti plus léger. Maintenant, je sais que le dire a été la meilleure chose que j'ai jamais faite. La salle retint son souffle pendant quelques instants, puis éclata en applaudissements. Une petite fille assise à côté de sa mère se pencha et murmura « Maman, est-ce que je peux le dire aussi ?» Sa mère hocha la tête. Dans le bus du retour, alors qu'ils étaient assis côte à côte sur la banquette, Ethan posa sa tête sur l'épaule de Lisa. « Maman, et si la prochaine fois, je dis quelque chose à quelqu'un et qu'il ne me croit pas ?» Lisa posa doucement sa main sur ses cheveux doux. « Alors, vas-y, raconte ton histoire. Je serai derrière toi aussi longtemps qu'il le faudra pour qu'ils écoutent. Et même s'ils ne le font pas, je serai toujours là, à entendre chaque mot. »